Jeudi 6 octobre. Vers 10 heures, nous étions à la cathédrale. Le sacristain nous dit qu'en qualité d'étrangers, on nous ferait voir le trésor, mais que cette faveur ne pouvait nous être accordée qu'en présence d'un chanoine. Les chanoines appartiennent presque tous aux familles nobles. En effet, aussitôt son arrivée, nous passâmes derrière l'autel où est conservé le trésor, dans un renfoncement fermé par une double porte en argent. Les manières et le langage du chanoine ne pouvaient laisser aucun doute sur sa naissance. Il doit, paraît-il, être nommé à un évêché la semaine prochaine. Ce que le trésor contient de richesses est incalculable. Des croix, des cœurs, des mains en or, une petite statuette de la Vierge en or pur, des patènes, des calices incrustés de rubis, de topazes, de turquoise, un petit crucifix fait de 2 émeraudes et d'un énorme diamant au milieu. C'est un des plus beaux objets. Occupant le centre de cette espèce d'armoire est une superbe châsse tout en argent lamé d'or en forme d'église. Elle renferme, nous dit-on, la véritable chemise de la Sainte Vierge lors de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est presque impossible d'énumérer les richesses accumulées les unes par-dessus les autres dans cette châsse et offertes la plupart par des rois, des reines, des princes et autres personnes notables. Des bijoux de tout genre, des émeraudes, des diamants d'une grosseur extraordinaire, des colliers de perles, une fine agate splendide encadrée d'or, etc. On prétend qu'on ne pourrait trouver dans le trésor une seule pierre fausse. S'il en est ainsi, il est d'un prix inestimable. Après nos remerciements, le chanoine prit congé de nous et le sacristain nous conduisit dans la sacristie. Il tira un rideau cachant une châsse en bois incrustée d'argent et contenant les reliques d'un saint dont j'ai oublié le nom. En temps de sécheresse, on porte processionnellement cette châsse et on fait dire des prières pour obtenir la pluie. Je n'en dis rien au sacristain, mais je pensais que cette année, il eût été bon de recourir à ce remède, la plupart des récoltes de blé ayant manqué, faute d'eau. Nous vîmes encore quantité de candélabres et ornements en argent, puis 2 tableaux assez curieux. Le premier, offert à la cathédrale par Louis XIV, représente le crucifiement. La croix et les figures sont gravées en or sur verre noir et admirablement exécutées. Le second remonte, suppose-t-on, au 1er siècle du christianisme. Il reproduit l'Assomption. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge sont dans les nuages et il n'y a pas moins d'une centaine de personnes agenouillées à terre. Les figures et les vêtements découpés en drap, velours ou soie de différentes couleurs sont collés sur fond or dans le genre de ce que nous faisons actuellement. Cet ouvrage, remontant à plusieurs centaines d'années, prouve que nos ouvrages dans ce genre ne sont pas d'invention moderne. On nous montra aussi une étoffe brodée et offerte par la duchesse de Bourgogne, mère de Louis XV. Je n'en admirais pas beaucoup le travail, mais la quantité de perles et d'or qu'on y a employé lui donne de la valeur. Nous descendîmes ensuite dans l'église souterraine, dont la longue nef renferme de chaque côté 7 chapelles, toutes dédiées à la Vierge sous différents titres. Vierge des 7 douleurs, Vierge du bon secours, Notre-Dame de la Garde, etc. Toutes ces chapelles sont ornées de marbre magnifique, et à chacune on dit la messe tous les matins à 6 heures. Partout, soit sur les vitraux, soit sur les murs, est reproduite la chemise de la Vierge. De la cathédrale, nous allâmes à l'église Saint-André, très ancienne et fort curieuse. Le chœur se trouve sur une arche au-dessous de laquelle passe l'heure. Cette arche est si bien construite et si bien cimentée qu'elle paraît un roc destiné à durer autant que le monde. Le maréchal de Vauban disait au roi qu'à son avis, cette arche était la curiosité la plus remarquable du royaume. Poursuivant notre chemin, nous arrivâmes à une fontaine dont la source ne tarit jamais, même par les plus grandes sécheresses, et alimente constamment une citerne où vient puiser toute la ville. Cette citerne, construite en pierre, a une forme carrée des 2 côtés. Des ouvertures permettent de tirer une eau si claire et si limpide que malgré l'arche qui la recouvre, on pourrait distinguer un caillou jeté au fond.
Tout près de la fontaine, sur un mur, dans une niche défendue par un grillage, on voit l'image de la bienheureuse Vierge Marie. Sa robe en tissu d'or ornée de fleurs ressort sur un fond de soie cramoisie. Elle a une couronne sur la tête et des chapelets suspendus au bras. Revenus pour dîner, nous faisions ensuite le tour extérieur de la ville. La grande route coupe le mail l'espace d'un quart de mille. Néanmoins, c'est une belle promenade. Nous y rencontrâmes un moine que nous avions vu à Calais lors de notre arrivée en France. Nous fûmes tous ravis de nous retrouver. À 6 heures, nous soupions et à 10 heures, nous allions nous reposer. Vendredi 7 octobre. Après déjeuner, nous retournions à la cathédrale où, sur la clôture du chœur, nous remarquions 2 bas-reliefs modernes, la salutation angélique et le baptême de notre Seigneur. Ils ont été habilement exécutés, ainsi que les 4 vertus cardinales, 2 de chaque côté et de grandeur nature, par M. Berrier, sculpteur. On nous fit enfin voir la Vierge noire attribuée aux druides. En bois de poirier, elle est vêtue d'une robe de soie cramoisie brodée d'or, lui tombant jusqu'aux talons. Par-dessus son voile, elle a une couronne de feuilles de chêne ornée de pierreries en manière de fleurons. L'enfant Jésus n'est revêtu que d'une simple tunique. Des ex-voto sont suspendus tout autour et des cierges brûlent continuellement devant cette image très renommée dans tout le pays. Pendant le peu de temps que nous passâmes à l'église, nous vîmes une foule de gens mettre des cierges et s'agenouiller devant cette statue si fort en honneur. Nous fûmes ensuite au marché aux fruits, où nous achetâmes 18 superbes brugnons pour 12 sous. Les marchés sont bien approvisionnés et les denrées à bon compte. Les rues, même les principales, sont en général mal pavées, mais bien entretenues et ont plusieurs belles maisons. Samedi 8 octobre. Pluie torrentielle jusqu'à midi. Après dîner, étaient faire quelques achats, des gants, du ruban, etc. À 9h30, nous quittions l'agréable ville de Chartres pour Versailles. Obligés à Maintenon d'attendre 2 heures nos chevaux, nous fîmes un tour dans cette petite ville. Mais nous n'eûmes guère le temps que de jeter un coup d'œil dans la cour du château, située dans un bas-fond, et dont les parcs et les jardins, autrefois magnifiques, sont aujourd'hui très négligés. Entrés à l'hôtel du grand empereur, on nous y servit quelques rafraîchissements qu'on nous fit payer excessivement cher. Enfin, vers 2 heures, nous poursuivions notre voyage. D'une colline, au sortir de la ville, on découvre un joli paysage et un aqueduc commencé sous le règne de Louis XIV pour servir au transport des eaux de l'Eure jusqu'au jardin de Versailles. Mais ce projet a été abandonné. De là, la route change. Elle est pavée et si dure que nous y brisâmes un ressort de notre chaise, de sorte qu'arrivés à Épernon, nous dûmes attendre qu'on la réparât. Nous en profitâmes pour nous promener. Nous rentrâmes dans une église sur une hauteur, d'où la vue s'étend très loin. L'église est petite, mais élégamment décorée. Revenus à la poste, la maîtresse de l'hôtel nous invita à entrer nous reposer, invitation que nous acceptâmes avec plaisir. Mais alors surgit une autre difficulté. Par suite du départ de leur majesté et de la cour pour Fontainebleau, les chevaux de tous les environs avaient été réquisitionnés et il était presque impossible de s'en procurer. Ne pouvant continuer notre voyage avant 5 heures, nous nous déterminâmes à nous arrêter à Rambouillet, que nous atteignîmes peu après 6 heures, en passant par une longue avenue qui coupe la forêt et conduit au château. Descendus à l'hôtel du Grand Dauphin, nous fûmes fort heureux de gagner nos lits après cette fatigante journée. Lundi 10 octobre. Levé à 7 heures. Après déjeuner, été à pied jusqu'au château appartenant autrefois au duc de Penthièvre, qui l'a vendu au roi. Sa Majesté y vient 2 fois par an, au moment des chasses. Ce château, dans une plaine bordant la forêt, n'est pas royalement meublé. Les appartements de la reine seuls sont luxueux, quoique sans dorure, à l'exception d'un cabinet dans le style chinois. Les meubles en laque doré, les boiseries vert clair et or, entourées de glace peinte, les chaises recouvertes de toile des Indes et les rideaux de même étoffe. Les jardins admirables se prolongent en un parc anglais où des avenues habilement tracées mènent jusque dans cette forêt merveilleuse.
Non loin du château, nous longeâmes une rangée de nouveaux bâtiments destinés, nous dit-on, à établir une manufacture de coton dans le genre de celle de Manchester. Traversant la forêt, nous relayâmes à Cognier. Mais à Trappes, le relais suivant, nous ne trouvâmes pas de chevaux, de sorte qu'il nous fallut garder les mêmes. Près de Trappes, il y a un fameux couvent du même nom, malheureusement trop éloigné pour que nous puissions le voir. À 4 heures, nous arrivions à Versailles, à l'hôtel Jouy. Après dîner, était à la foire. Les places sont occupées par des marchands forains, des montreurs de singes, et les avenues bordées de petites boutiques se prolongent bien au-delà de la ville. Nous rentrâmes cependant de bonne heure, le froid et les rues boueuses ne nous engageant guère à rester dehors. Mardi 11 octobre. À 10 heures, M. Cradock partait pour Paris s'assurer de nos appartements. À 11 heures, j'allai avec ma femme de chambre dans les jardins du palais, où j'eus beaucoup de plaisir à revoir ces belles statues et ces groupes admirables. Dans l'après-midi, je me fis friser et coiffer par une coiffeuse qui, paraît-il, sait aussi raser et faire la barbe. Je la trouvais très adroite. Mercredi 12 octobre. Après déjeuner, sortis m'acheter une petite brosse. J'eus beaucoup de peine à obtenir la monnaie d'une pièce de 3 livres, l'argent, d'après la marchande, étant rare à Versailles, excepté au palais qui accapare tout. À 1 heure, James, revenu de Paris, m'apporta un mot de M. Cradock, m'apprenant qu'il a retenu un appartement, rue Jacob, à l'hôtel d'York, que nous occupions avant notre départ. Je commandai donc immédiatement mon dîner, payai une note des plus extravagantes et quittai l'hôtel Jouy, dont les gens si chers avaient pourtant été polis et complaisants. Mercredi 12 octobre 1785. Arrivé à Paris, peu après 4 heures, je trouvai M. Cradock fatigué, ce qui ne nous empêcha pas de nous promener pendant 1 heure. Avant 9 heures, nous nous retirions dans nos chambres. À l'hôtel Jouy logeait un Suisse ayant une si grande passion pour les chats qu'il en nourrissait tous les jours 20. Il m'invita à venir faire la connaissance d'une partie de sa famille, et j'y vis 15 chats, 3 petits, 2 chiens, 3 perroquets, plusieurs cages remplies d'oiseaux, et même des poules. Tout cela prenait ses ébats dans son appartement. Ce monsieur, dans une situation très précaire, loge depuis 5 ans à l'hôtel. Il ne sort jamais, ses animaux occupant tout son temps. Je pensais que, par suite de ses malheurs, il avait sans doute l'esprit un peu dérangé, quoique rien ne le prouvât, sinon cet amour immodéré pour les animaux. Sa chambre ressemblait à une étable à cochons. Aujourd'hui, 2 servantes, employées à l'hôtel lors de notre premier séjour à Paris, sont venues me voir. Elles avaient été, à cette époque, fort malades. Je m'étais intéressé à elles et les avais fait soigner par le docteur Fischer. Ces pauvres femmes ont voulu me donner des marques de leur reconnaissance, et aussitôt qu'elles ont appris notre retour, elles nous ont apporté des noix, des noisettes, des amandes, enfin les meilleurs produits de leur jardin. Cette attention m'a très vivement touché. Jeudi 13 octobre. Levé tard. À 2 heures, M. Cradock a dîné avec M. Bishop, lequel doit entreprendre le voyage que nous venons de faire, et désire lui demander quelques renseignements à ce sujet. Déballé, mis de l'ordre dans nos nouveaux appartements, dont je suis très contente. Trouver les personnes qui tiennent l'hôtel à présent beaucoup plus polies que les précédentes. Fait arrangement pour nos repas avec le même traiteur qu'auparavant. Enfin, je me sens tout à fait chez moi. Mardi 18 octobre. Après déjeuner, était d'abord au Palais Royal, très changé depuis l'année dernière. Tout autour se sont établis un grand nombre de beaux magasins, des restaurateurs, des cafés qui donnent beaucoup d'animation à la place et en font un des plus charmants lieux de réunion. De là, dans l'espoir d'obtenir une place d'où nous pourrions assister à la procession des captifs libérés, nous nous arrêtions à un café devant lequel, selon toute probabilité, elle devait passer. M. Cradock entra le premier et, apercevant des dames, m'engagea à le suivre. Il prit du café, moi du chocolat, et je vis non seulement des messieurs,
mais aussi quantité de dames faisant comme moi. J'en remarquai tout particulièrement une qui semblait appartenir à la bonne société. Elle entra seule, tandis que son valet de pied l'attendait à la porte, demanda du café, lut le journal, paya et s'en alla, sans qu'aucune des 20 personnes présentes parût étonnée de sa manière d'agir. 3 dames vinrent après elle. Elles demandèrent du chocolat, et tandis que l'une lisait le journal, les 2 autres jouèrent au domino, comme d'ailleurs plusieurs des consommateurs. Un de ces messieurs, remarquant que nous étions étrangers, nous avertit fort aimablement que la procession passerait dans cette rue. Aussi M. Cradock s'informa-t-il de la possibilité de louer une des fenêtres de l'étage supérieur. Mais comme elles étaient toutes prises, le cafetier proposa à M. Cradock de me donner une chaise sur laquelle je pourrais monter, et cette place me permit de tout voir, malgré les autres curieux encombrant la fenêtre. Après 2 heures d'attente, la procession défila. Marchaient en avant les gardes de la cité, écartant à grand-peine la foule qui remplissait la rue. Musique en tête, suivait la garde royale à pied, les gardes à cheval, 2 grands crucifix d'argent, 2 bannières peintes sur soie, les pères de la Merci, présentant au bout de longs manches des aumônières en velours cramoisi, dans lesquelles, il faut le reconnaître, tombaient abondamment les pièces d'argent et les sous destinés aux captifs. Venaient, enfin, précédés aussi d'une musique, les captifs, au nombre de 300 environ, chaque homme lié par un ruban représentant les chaînes. Ce ruban était soutenu de chaque côté par des enfants, figurant des anges, habillés de blanc, des couronnes de fleurs ou de pierreries de couleur sur la tête, des ailes en plumes au dos. Au milieu marchaient des gens portant des étendards de gaze peinte et de soie brodée. À droite et à gauche, une longue file de prêtres en surplis. Une compagnie de gardes à cheval et à pied fermait le cortège et tenait le peuple à distance. Ces captifs ont, dit-on, été rachetés au dey d'Alger par les pères de la Merci. La quête est faite à leur profit et cette procession se renouvelle 3 jours de suite. Mercredi 19 octobre. Monsieur Cradock a vendu notre chaise aujourd'hui. Dans la matinée, il a été au Bénédictin, reçu la visite de Lord et Lady Sussex et de Monsieur Belaziz. Mardi 25 octobre. Attendant la visite de ces messieurs les bénédictins, nous dînâmes à 1h30. Ils vinrent en effet un peu avant 4h et ne nous quittèrent qu'à 6. Jeudi 27 octobre. Monsieur Cradock, devant partir demain pour l'Angleterre, où il a affaire, est allé prendre congé de plusieurs de nos amis, qui tous, plus ou moins, l'ont chargé de lettres et de paquets. Vendredi 28 octobre. Monsieur Cradock est parti à 1h30. Monsieur Pattles est venu m'inviter à dîner pour dimanche. Dimanche 30 octobre. Parti à 2h avec Monsieur Metcalfe et les dames Lascelles et Monsieur Pattles, où nous trouvâmes brillante compagnie, entre autres la jolie Madame S, très élégante et très aimable. Dans la soirée, jouer au whist, rentré à 9h. Jeudi 24 novembre. Était à un bal chez Madame de B au Gros Caillou. Revenu à 9h30 sans avoir dansé, mais pourtant fatigué par l'éclat des lumières, par la musique et le bruit des conversations. Madame de B est une charmante petite femme, gaie et pétillante. Elle danse à la française, ce qui lui va à ravir. Je ne puis en dire autant de toutes les danseuses dont quelques-unes eussent pu faire vis-à-vis à leurs arrière-petits-enfants. Malgré tout, j'ai été contente d'assister à ce bal. Samedi 26 novembre. Dans la soirée, monsieur et madame Newport, locataires à l'hôtel, étant revenus du théâtre avant leurs domestiques qui avaient emporté la clé de leur appartement, le portier est venu me demander la permission de les faire passer par le mien. J'y consentis volontiers, et apprenant que leur feu était éteint, je les priai de rester chez moi en attendant le retour des domestiques. Ils acceptèrent et nous causâmes pendant 1 heure. Monsieur Newport se meurt de consomption et va passer l'hiver à Nice.
Lundi 28 novembre. Été à 2 heures, dîner chez M. Pattles. Beaucoup d'invités anglais et français. Parmi ces derniers, remarquez surtout la marquise de Coutances et sa plus jeune fille, la comtesse Félicité, toutes deux fort belles. Le dîner était superbe, la conversation gaie et un peu trop animée à mon avis. En rentrant au salon, quelques-unes de ces dames s'approchant du feu relevèrent leurs robes pour se chauffer les pieds. J'avoue que cette façon d'agir a choqué tous mes principes de modestie. Samedi 3 décembre. Je finissais de dîner lorsque j'entendis une voix d'homme criant sur l'escalier « Oh mon Dieu, Seigneur mon Dieu !» Le pauvre homme avait de bonnes raisons pour se désoler ainsi. Son maître, un monsieur anglais, logeant vis-à-vis de nous, venait de se brûler la cervelle. Je descendis précipitamment chez madame Géliot, la maîtresse d'hôtel, aussi émue que moi de l'événement qu'ignoraient encore les autres locataires. Tout le restant de la journée, ma pensée se reportait sur cet affreux malheur, et je n'ai pu dormir de la nuit. Dimanche 4 décembre. Madame Géliot est venue ce matin s'informer de ma santé. Nous avons beaucoup causé de la catastrophe arrivée la veille. Elle m'a demandé de vouloir bien lui donner connaissance de quelques papiers de mon malheureux compatriote. Je descendis donc avec elle et M. Géliot, mais je ne pus leur fournir aucun renseignement. Comme madame Géliot me dit désirer que non seulement les Anglais habitant l'hôtel, mais d'autres aussi, connussent comment elle et son mari avaient agi dans cette circonstance, je leur répondis que je ne manquerais pas de donner les meilleures références. Lundi 5 décembre. Tout le monde sait maintenant ce qui est arrivé, et les uns et les autres me pressent de quitter l'hôtel jusqu'après l'enterrement. Mais je refuse, monsieur et madame Géliot me montrant toutes sortes d'attentions. Jeudi 22 décembre. Sorti dans la matinée et acheté un manchon. Dimanche 25 décembre. À 2 heures était dîné chez M. Pattles. Les convives tous anglais. Dans l'après-midi sont arrivés des Français. Réunion nombreuse et fort agréable. Mon manchon a eu beaucoup de succès. Samedi 31 décembre. Dans la soirée, fait visite à madame Leslie dans un couvent où restai cependant peu de temps. J'ai eu si froid que je me suis bien promise de ne plus y retourner. Été ensuite présenter mes souhaits et mes vœux de bonne année à M. Pattles, où j'ai trouvé nombreuses compagnies venues pour le même motif, entre autres un vieux marquis qui, pour faire honneur à la dame anglaise, poussa la galanterie jusqu'à embrasser ma pantoufle qu'une dame me retira du pied. J'étais de retour à 8 heures. Dimanche 1er janvier 1786. Le baron Kallenberg est venu dans la matinée. Il m'a offert une jolie petite boîte de bonbons parfumés et à ma femme de chambre un ruban. Lundi 16 janvier. Monsieur Metcalfe m'a apporté un petit pot de beurre de Bretagne, véritable friandise très renommée à Paris. Dimanche 5 février. À 11 heures, parti avec Lord et Lady Sussex à la chapelle de l'ambassade. Le service était à moitié terminé. De là, étions-nous promenés au Palais Royal, revenus dîner à 2 heures. À 3h30, nous allions à l'opéra. On jouait Pénélope de Piccini. Madame Saint-Huberti a, comme toujours, rempli merveilleusement son rôle. Les danseurs ont été excellents. Mais l'opéra par lui-même est ennuyeux et peu intéressant. Malgré une salle presque vide, la chaleur était intolérable. Et à la sortie, il nous fallut attendre longtemps la voiture qui nous conduisit d'abord chez Lord Dorset et me ramena ensuite à 10 heures chez moi, assez fatigué de ma journée. Lundi 13 février. Été dans l'après-midi voir M. Pattles, puis Mme Leslie à son couvent, où je trouvai 2 joueurs ayant engagé une partie de cartes sur la planchette de la grille du parloir. Mardi 14 février. Avec Lord et Lady Sussex, au Luxembourg, ensuite à la foire Saint-Germain, où Lady Sussex s'acheta un bonnet. Vendredi 17 février. À 6 heures, Lord et Lady Sussex, M. Metcalfe
les deux messieurs Perry, le jeune Keppel-Craven, le baron et madame Kallenberg sont venus prendre le thé avec moi. Après quoi, nous avons joué le grabuge, dansé, chanté, et nous nous sommes bien amusés jusqu'à 11h. Mardi 28 février. Souffrante depuis quelques jours, je n'ai pu sortir aujourd'hui, mardi gras, où tout le monde est en fête et les rues pleines de masques. Vendredi 17 mars. Été dans la matinée voir les tableaux au Palais Royal et dans la soirée au Petit Théâtre Beaujolais. On y a joué 3 pièces, dont l'une un opéra où tous chantaient derrière le rideau, tandis que les acteurs, presque tous de jeunes enfants, agissaient et gesticulaient de façon à paraître chanter eux-mêmes. La musique est très bonne, je n'en puis dire autant des acteurs. Cependant, cette représentation m'a beaucoup intéressée. Samedi 23 mars. Pris un billet de loterie ainsi conçu. Loterie à 3 livres le billet, de 12 tabliers et un fichu de superbes gaz d'Angleterre, lesquels seront distribués sur les numéros sortis de la Loterie Royale de France au 1er avril prochain, à savoir, les 3 premiers numéros gagneront chacun 3 des 10 tabliers, le 4e 2 et le 5e 1 et le fichu. Billet numéro 37. Mercredi 5 avril. Passé aujourd'hui au palais de justice où il y avait grande affluence à cause d'une affaire peu ordinaire. 3 hommes avaient été condamnés en Provence pour un meurtre qu'ils n'avaient pas commis. Mais le procès ayant été révisé à Paris, ils ont été reconnus innocents. On a organisé une quête en leur faveur. Samedi 11 avril. Jour heureux pour moi. À 11h, M. Cradock est revenu d'Angleterre après une absence de 5 mois, 1 semaine, 4 jours et 16 heures. Avant dîner, nous avons été rendre visite à M. Pattles. Jeudi 13 avril. Dans l'après-midi, le baron Kallenberg, revenant de Longchamp, est entré nous faire une petite visite. Il nous a assuré qu'il y avait près de 30 000 voitures à cette promenade. Samedi 15 avril. Pris le bac pour traverser la Seine, vu un esturgeon vivant qu'on venait d'y pêcher. Été ensuite visiter les écuries du roi. Elles contiennent des chevaux superbes, mais à mon grand étonnement, elles sont placées sous une des galeries du Louvre. De là au café mécanique du Palais Royal, ainsi nommé parce qu'en inscrivant sur une table ce que vous désirez, votre commande sort d'une trappe devant vous, comme par enchantement. Dimanche 16 avril. À 5h30, M. Cradock se rendit chez le baron Kallenberg pour l'achat d'une voiture de voyage. Mercredi 19 avril. Ainsi que nous en étions convenus la veille, M. Metcalfe vint me chercher à 8h du matin pour m'accompagner chez M. Boudet, le dentiste, où nous attendîmes plus d'une demi-heure avant qu'il daignît apparaître, son valet étant venu nous avertir que son maître n'entrait jamais dans la salle des opérations avant d'avoir pris son café du matin. Son heure venue, il s'occupa de moi, et après avoir payé ce grand personnage, mais excellent dentiste, nous retournâmes à la maison où nous étions à 10h. Vendredi 21 avril. Dernier jour à Paris. Aussitôt déjeuné, j'allais faire quelques achats avec ma femme de chambre. Dîner à 3h. Après quoi, M. Cradock s'apprêtait à partir pour affaires à Montrouge, chez le duc de Lauzun, lorsque M. Atkins et M. Day, moine bénédictin, le retinrent plus d'une heure à causer sur l'escalier. À 9h, M. Cradock était de retour. Samedi 22 avril. À 7h du matin, M. Metcalfe arriva nous faire ses adieux. Le baron Kallenberg, le docteur Carret et Madame Géliot le suivirent de près. Nous n'étions pas encore habillés, et nous ne pûmes nous empêcher de trouver leur politesse, quoique bien intentionnée, fort importune. Le baron ne nous quitta qu'après m'avoir donné la main pour m'aider à monter dans la voiture qui devait nous emmener en Hollande.